Au sommaire de cette édition, en Mauritanie, le parti au pouvoir a remporté les 13 conseils régionaux qui ont remplacé le Sénat ainsi que la majorité à l'Assemblée nationale. Officiellement investi dans ses fonctions ce lundi, le nouveau Premier ministre haïtien, Jean-Henri Séan, s'est engagé à ce que la lumière soit faite sur la gestion des fonds Petro-Caribé. Et puis au Nigeria, l'Agence nationale de gestion des urgences NEMA a annoncé la mort de plus de 100 personnes dans des inondations après les crues des deux principaux fleuves du pays. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. La Cour pénale internationale a confirmé la peine infligée en première instance à l'ex-chef de guerre congolais Jean-Pierre Bemba, et ce pour subornation de témoins dans le cadre de son procès principal pour crime de guerre. Jean-Pierre Bemba avait été acquitté à la surprise générale en appel en juin devant la Cour pénale internationale de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Mais les ennuis judiciaires ont continué d'entraver ses projets politiques. La Chambre condamne Jean-Pierre Bemba à une peine de 12 mois d'emprisonnement. Après déduction du temps qu'il a déjà passé en détention, la Chambre considère que la peine d'emprisonnement a été purgée. De plus, la Chambre impose à Jean-Pierre Bemba une amende de 300 000 euros. En Mauritanie, le parti au pouvoir a remporté les 13 conseils régionaux qui ont remplacé le Sénat lors d'une révision constitutionnelle controversée, outre la majorité à l'Assemblée nationale et plus de 2/3 des communes. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a proclamé officiellement ce lundi les résultats du second tour des élections législatives, régionales et municipales qui s'est tenu samedi dernier. Taux de participation, 56%. Répartition des sièges entre les partis en compétition au second tour. Pour les législatives, l'UPR a remporté 22 sièges au Parlement qui étaient en ballotage. Pour les élections régionales, l'UPR, 111 conseillers. Tawassoul, 26. Coalition Hatem Tawassoul et UDP, 21. UDP, 19. Coalition AJDMR et Tawassoul, 5. Pour les élections municipales, UPR, 942 conseillers, UDP, 292, Tawassoul, 106, El Karama, 98, Coalition UFP Hatem Tawassoul et Adil, 79. Ces résultats montrent une nette progression, une nette avancée de l'UPR, l'Union pour la République, qui a pu obtenir au niveau de l'Assemblée nationale 89 sièges sur 157. Et ce même parti au pouvoir a pu obtenir 6 communes au niveau de Nouakchott sur 9 communes, tandis que la coalition de l'opposition a obtenu 2 communes. Le président de la CENI a reconnu des lacunes et insuffisances dans le déroulement des élections, citant le non-respect des plafonds financiers par les partis en lice et le non-respect de l'incompatibilité entre certaines fonctions civiles et militaires et le travail politique et électoral. Mais il a cependant salué un vent de modernisme qui commence à souffler sur la scène politique nationale et l'émergence de choix politiques sur la base de critères rompant avec le conformisme de la société traditionnelle. Je le disais en titre, en Haïti, le nouveau Premier ministre Henri Séan a été officiellement investi ce lundi. C'était lors d'une cérémonie au Palais national de Port-au-Prince. Dans son discours d'investiture lors d'une cérémonie au palais présidentiel ce lundi, le nouveau Premier ministre haïtien Jean-Henri Séan s'est engagé à ce que la lumière soit faite sur la gestion des fonds Petro-Caribé, une affaire de corruption à l'origine de manifestations depuis plusieurs semaines. Depuis 12 ans, Haïti bénéficie d'un programme Petro-Caribé initié par l'ancien président vénézuélien Hugo Chavez qui permet à plusieurs pays d'Amérique latine et des Caraïbes d'acquérir des produits pétroliers à un coût avantageux et de payer leurs factures sur 25 ans à un taux d'intérêt de 1%. Notaire de 61 ans, Jean-Henri Séan a été nommé Premier ministre début août et il a fallu 1 mois pour constituer le nouveau cabinet ministériel. Accompagné de ses ministres, le nouveau chef du gouvernement a obtenu ce week-end l'approbation de sa politique générale
devant les deux chambres du Parlement, un marathon législatif de plus de 25 heures. Au Bénin, le président d'honneur du parti FCBE, l'ancien chef d'État Thomas Boniaï et le président du parti Restaurer l'Espoir Candide Azanaï veulent fumer le calumet de la paix. La nouvelle a été rendue publique dans la soirée de la journée de ce lundi, à la faveur d'un point de presse initié par le comité de médiation et de réconciliation entre les deux personnalités. Plus de précisions avec l'un des membres du dit comité, Alassane Tigri, qui intervient sur des propos recueillis par Joël Yetonji et Juste Donrissou. Nous vous avons invité afin de vous faire part du niveau d'avancement des négociations que nous menons depuis bientôt 1 an et demi pour rapprocher l'ancien président de la République, son Excellence Boni Yayi, le président d'honneur de Force Cori pour un Bénin émergent, et le président du parti Restaurer l'Espoir, l'ancien ministre, M. Candide Azanaï. Le peuple souhaite que l'intérêt supérieur de la nation soit priorisé en toutes circonstances. Aujourd'hui, de l'eau a coulé sous les ponts et notre pays est de nouveau à la croisée des chemins. Pour ceux qui ont mené les démarches, il est donc temps que les deux personnalités se rencontrent et prennent langue. Le comité note de part et d'autre et avec satisfaction des avancées notables, notamment l'obtention d'un accord de principe en vue d'une rencontre prochaine entre les deux personnalités. Le format, le lieu, le jour et le protocole concernant la concrétisation de cet agenda vous seront communiqués dans le courant de ce mois. La diaspora togolaise est dans une nouvelle dynamique. Elle s'est donné 1 mois au pays d'origine pour mieux s'imprégner des réalités du développement de sa patrie. Le mois de la diaspora se déroule autour du thème l'immigration, la décentralisation et les opportunités de développement si on incluait la diaspora. Ferdinand Gadé, notre correspondant au Togo pour le reportage. Elle s'est donné rendez-vous dans sa capitale d'origine, Lomé. Elle, c'est la diaspora togolaise de certains pays d'Afrique et d'Europe. Cette première édition du mois de la diaspora se déroule autour du terme l'immigration, la décentralisation et les opportunités de développement si on incluait la diaspora. Les manifestations marquant cette retrouvaille ont été lancées le 5 septembre dernier. Tout un mois, nous allons parcourir les 5 régions administratives. Et puis nous serons dans la 6e, le Grand Lomé, à partir du 5. Et nous allons faire les conférences débats. Nous allons rencontrer les jeunes dans les localités. Nous allons rencontrer aussi tous les acteurs locaux, ceux qui œuvrent au quotidien pour le développement de notre pays. Nous allons, au cours de ces sketchs, nous allons aussi partager donc, avec nos jeunes ce que c'est que l'immigration, surtout quand elle est irrégulière. Nous allons aussi partager avec eux ce que la décentralisation peut apporter concrètement. Les organisateurs de cette initiative du mois de la diaspora au Togo ont été soutenus par les autorités. C'est d'abord un événement très heureux pour tous les Togolais qui vivent à l'extérieur du pays, de se retrouver d'abord entre eux-mêmes et de se retrouver avec les réalités du pays. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans notre pays et des fois de très loin, on ne s'en rend pas compte très bien. Mais ce mois va permettre à nos frères et sœurs, à nos amis, à tous ceux qui aiment le Togo, de voir les potentialités réelles du pays, les besoins réels du pays. Et ceux qui peuvent le faire seront les bienvenus pour nous aider dans ce processus de développement auquel la diaspora ne peut pas échapper. 4 pays, l'Égypte, le Gabon, le Ghana et le Nigeria ont été invités à cette première édition du mois de la diaspora au Togo. C'est la rentrée des classes à Freetown en Sierra Leone. Cette rentrée intervient après que le président Julius Maada Bio ait lancé en août dernier son programme d'éducation gratuite pour 1,5 million d'élèves
du primaire et du secondaire. Ce faisant, le président tient ainsi l'une de ses principales promesses électorales. Quelques 2 millions d'élèves ont repris ce lundi le chemin de l'école en Sierra Leone. Dans la cour d'une école secondaire de la capitale Freetown, des dizaines d'enfants d'une douzaine d'années s'alignaient en rang en début de matinée. Les parents sont vraiment très heureux et je suis heureuse de cela parce que certains parents n'ont pas les moyens de payer les frais de scolarité. Il faut beaucoup de temps pour percevoir les frais de scolarité auprès d'eux, mais avec cette éducation gratuite, c'est très facile et les parents sont heureux et prêts à envoyer leurs enfants à l'école. Certains d'entre eux sont ici ce matin et ils sont heureux que leurs enfants viennent à l'école. Je veux que mon enfant soit éduqué. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous dans ce pays, pour l'opportunité que nous offre le président d'avoir une éducation gratuite afin que nos enfants puissent aller à l'école. Nous sommes heureux que l'éducation soit gratuite et nous en ferons bon usage. Les cours se déroulent désormais entre 8h et 14h45. Alors on est invité à s'y rendre le matin. Il n'y a aucun moyen de prendre plus de la capacité de l'école. Nous essayons d'obtenir une partie pensionnat pour qu'au moins tous les élèves venant à l'école primaire et secondaire aient droit aux cours dans une atmosphère propice à l'apprentissage. Chacun aura un bureau et un fauteuil. Élu en avril, le président J-Louis Madabio a fait de la mise en œuvre d'un enseignement gratuit sa principale priorité. En août, il a annoncé que 3 mois de son salaire mensuel seraient versés en faveur de ce programme, prévoyant la prise en charge par l'État des frais de scolarité et de fourniture. Et puis au Nigeria, plus de 100 personnes sont mortes dans des inondations, et ce, après les crues des 2 principaux fleuves du pays. Les images. Après de graves inondations qui ont fait une centaine de morts, le Nigeria a déclaré l'état de catastrophe nationale dans 4 États, les Kogi, Delta, Anambra et Niger. 8 autres États ont été déplacés sur une liste de surveillance. Les fortes pluies saisonnières ont fait déborder les fleuves Niger et Benue, inondant des communautés, des fermes et bloquant des dizaines de milliers de personnes dans leurs maisons. Selon Sani Dati, de l'Agence nationale pour la gestion des urgences, tous ces États ont été les plus touchés par les inondations. Selon la NEMA, le niveau de l'eau continuait de monter ce lundi à Lokoja et a atteint 11,6 mètres, se rapprochant de celui d'une inondation dévastatrice similaire en 2012. Des centaines de personnes avaient alors péri et environ 2 millions d'autres s'étaient retrouvés sans abri dans 30 des 36 États du Nigeria. De nouvelles pluies étaient prévues ce mardi selon l'agence météorologique nigériane. Face à cette situation, le président Muhammadu Buhari a déclaré ce lundi avoir approuvé le déblocage de 3 milliards de naira, soit 8,3 millions de dollars, 7,1 millions d'euros pour acheter du matériel médical et de secours. Du personnel et du matériel militaire ont été envoyés pour aider aux opérations de secours ainsi qu'à l'évacuation des habitants bloqués. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.